Europe 1, historiquement vôtre avec Stéphane Bern. Tous les jours, vous le savez, historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter avec Jean-Luc Lemoyne qui vient tout juste de mettre le point final d'interrogation à son quiz à suivre. Exactement, et aujourd'hui, alors là, c'est la fête, j'ai un double indice musical. Le premier indice. Hitchcock. Exactement, il y aura une question sur Alfred Hitchcock. Alors le deuxième indice, ça sera Stéphane qui va le trouver. C'est Tarkan, le turc. Exactement. Big bisou, La chanson du bisou. Chanson du bisou. C'est ça, exactement. Alors, vous pensez qu'on va avoir une question sur Tarkan? Non, sur la Turquie. Oh, ça va être sur Atatürk. Non, sur Tarkan ancien, on aura une question. Ouais. Voilà, mais j'avais pas de chanson sur Tarkan ancien. Donc j'ai fait Tarkan pour vous faire plaisir. Et vous avez démarré très vite quand même. Je connais. Mais avant cet affrontement, je vais lui laisser la parole. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach qui nous raconte des histoires dont elle seule a le secret. Dans l'intimité de l'histoire. Aujourd'hui, Clémentine, si on parle de la reine Marie Stuart cet après-midi, vous avez choisi de nous parler de son oncle, le duc de Guise, et de son assassinat qui a changé le sort du royaume. Que s'est-il passé en fait? On est en décembre 1588 et en pleine guerre de religion entre catholiques et protestants. Une ligue catholique s'est constituée dont le chef charismatique est Henri de Guise, donc le tonton de Marie Stuart, qu'on surnomme comme son père le balafré. Et à Paris, le bel Henri de Guise, il est tout puissant. Les Parisiens veulent le mettre à la place d'Henri III. Enfin, il n'a aucune légitimité dynastique. Alors, il n'a pas de légitimité dynastique, mais il a quand même le soutien du roi d'Espagne. Et ça pèse très très lourd dans l'Europe de l'époque. Et puis, de toute façon, pas simplement ça. Il est d'ailleurs encouragé par le roi d'Espagne pour obliger Henri III à convoquer des États généraux. Et Henri III, ça a dû être une situation atroce pour lui, parce qu'il est roi de France, mais il a face à lui la popularité de ce rival, bien plus beau que lui, bien meilleure santé, soutenu par l'ensemble du royaume. Et donc, il n'a pas le choix. Il est obligé de se soumettre. Et il promet au duc de Guise et à la Ligue catholique de ne jamais conclure aucune paix ou trêve avec les hérétiques. Il est obligé de nommer Henri de Guise lieutenant général du royaume. Et il lui demande de rejoindre Blois, où doivent se réunir des États généraux. Le problème, c'est que dans les députés, les représentants de la noblesse française qui vont participer aux États généraux à Blois, les partisans du duc de Guise sont majoritaires. Et quel est leur objectif? C'est d'obtenir la déchéance du roi, de dire on ne va pas garder 5 minutes de plus un roi qui n'a pas de descendants, qui traite avec des hérétiques, et non seulement ça, mais prévoit de laisser son trône à un roi protestant. No way, comme diraient les Jones. Bon, alors du coup, surtout, c'est pas la dernière couleuvre qu'il va devoir avaler, parce que le 15 octobre 1588, il doit promettre que les décisions prises unanimement par les 3 ordres réunis aux États généraux deviendront les lois du royaume. Là, c'est quelque chose d'invraisemblable. C'est une rupture institutionnelle hallucinante, un affront gravissime à son autorité. Il est roi de droit divin et maintenant il va devoir, comme le font d'ailleurs les Anglais avec leur parlement, mais enfin nous on n'est pas encore mûrs pour ça en France. Alors, la seule solution, quelle est-elle? Se débarrasser du duc de Guise. Exactement. Le puissant rival, allez, hop, on le zigouille. Et donc, 2 mois plus tard, le 23 décembre 1588 à Blois, à 8h du matin, parmi 45 gentilshommes derniers fidèles d'Henri III, une vingtaine qui appartient à la garde royale est choisie pour abattre le duc. Et chose hallucinante, c'est le roi lui-même qui leur distribue des poignards. Mais vous imaginez ça? Et puis, alors, après avoir distribué ces poignards, ils se retirent. Les assassins dissimulent les poignards sous leur manteau. Ils se cachent dans la chambre du roi. Les autres, armés d'épées, se cachent à côté, dans une autre petite pièce qu'on appelle le cabinet vieux. Le secrétaire d'Henri III prévient le duc de Guise que le roi le mande dans le cabinet vieux. Donc le duc y pénètre, il ne se méfie pas du tout. Il se dirige vers un couloir précédant le cabinet et là, en ouvrant la porte, il aperçoit les hommes qui l'attendent, l'épée à la main. Alors évidemment, il veut reculer, partir, se fuir, mais les 8
autres hommes qui stationnaient dans la chambre lui coupent la retraite. Il se jette sur lui, le saisissent aux bras, aux jambes, roule son manteau autour de son épée pour ne pas s'être blessé. Le duc, qui est quand même un costaud, renverse 4 de ses agresseurs en blessant avec son drageoir. Son drageoir, c'est son petit couteau, quel beau mot. Bon, il prend un coup de couteau dans la gorge, un autre dans les reins. Il arrive à entraîner la meute jusqu'au bout de la chambre et revient tomber près du lit du roi, en gémissant. C'est quand même un drôle de réflexe qui en dit long sur ce qu'on a en tête à cette époque. Miserere mei Deus. C'est-à-dire qu'il se voit mourir et demande à Dieu de le prendre en pitié, et le tout en latin. C'est beau, le duc de Guise. Alors, c'est là qu'Écarton, alors là l'image d'Épinal, Écarton, la tenture derrière laquelle il s'était caché, le roi qui a assisté au spectacle, se serait écrié à la vue du corps de son rival: il est plus grand mort que vivant. Ah voilà. Incroyable, ah oui, c'est beau ça, vraiment phrase historique absolument incontournable. Bon, alors décrit par un partisan de la Ligue, les choses sont racontées un petit peu différemment. Là, un des amis du duc de Guise dit: voilà le roi qui apparaît, l'épée nue au poing, il aborde ce corps déjà transi, et d'une voix transportée, et d'une action pire que celle d'un démoniaque, frappant du pied sur l'estomac, sur la gorge et sur la face de ce pauvre prince, lui disait: nous ne sommes plus deux, je suis roi maintenant. Enfin bon, quoi qu'il en soit, en fouillant le cadavre, on découvre quand même une lettre contenant ces mots: pour entretenir la guerre civile en France, il faut 700 000 livres tous les mois. Donc le duc de Guise était bel et bien en train de négocier avec l'Espagne catholique des sommes d'argent pour pouvoir mettre à bas le pouvoir, l'autorité royale légitime. Alors la conscience en paix, Henri III lui va entendre une messe d'action de grâce dans la chapelle Saint-Calais pour remercier Dieu d'avoir estourbi son ennemi. Le lendemain, l'autre tonton de Marie Stuart, le cardinal de Lorraine, frère du duc, qui avait été enfermé aussitôt après le meurtre, est assassiné à son tour, et son corps va rejoindre celui de Guise dans une salle du château. Les 2 cadavres sont ensuite brûlés et leurs cendres jetées à la Loire. Fin des 2 oncles de Marie Stuart. Et il y a quand même des troupes espagnoles qui débarquent à Paris et à Rouen en soutien des insurgés. On l'a échappé belle. 8 mois plus tard, Henri III meurt à son tour, assassiné par Jacques Clément. Et c'est à Henri de Navarre, devenu Henri IV, premier et seul roi protestant de l'histoire de France, qu'il appartiendra de restaurer la paix civile, mais il y avait du boulot. Merci beaucoup Clémentine. Maintenant, c'est le moment de l'émission, vous le savez chers auditeurs, je ne contrôle plus rien. C'est Jean-Luc qui prend la main pour le quiz Born to be Alive. Mais d'abord, on écoute le duo phénomène de cette fin d'année, Orelsan et Angèle, évidemment, sur Europe 1.